Il existe deux sortes de monstres, ceux qui se cachent dans l'ombre et ceux qui se tiennent en pleine lumière, masqués par les symboles mêmes auxquels nous accordons notre confiance. Cette histoire est celle de deux prédateurs dont les chemins ne se sont jamais croisés, mais dont les ombres se sont étendues sur les peurs les plus primales de l'Amérique. D'un côté, un homme portant l'uniforme, une incarnation de l'honneur et de la protection, qui utilisait son statut pour attirer ses proies dans un piège de sadisme et de pouvoir. De l'autre, un spectre qui se glissait dans le sanctuaire le plus sacré, le foyer, non pas pour voler, mais pour anéantir, transformant les rêves paisibles en scènes d'extermination. La sécurité pour leurs victimes n'était qu'une illusion, une fine couche de verre sur le point de voler en éclats, sous le poids d'une malveillance absolue et incompréhensible qui allait redéfinir la nature même du mal. Imaginez une route de campagne, la nuit. Le moteur d'une voiture vient de rendre l'âme, laissant une jeune femme seule sous un ciel sans lune. Chaque phare qui approche est une source d'angoisse, jusqu'à ce qu'un véhicule impeccable s'arrête. Un homme en descend, son uniforme de l'armée de l'air américaine, brillant faiblement sous la lumière du tableau de bord. Son sourire est rassurant, sa voix calme. Il offre son aide avec une courtoisie exemplaire. C'est Charles William Davis Jr., un mari, un militaire respecté, un pilier de sa communauté. Pour cette femme, il est un sauveur inattendu. Alors qu'elle monte dans sa voiture, l'odeur de propre et de discipline la met à l'aise. Mais bientôt, un détail cloche. Un regard trop insistant, une question trop personnelle, un détour par une route de terre non éclairée. Le soulagement se mue lentement en une anxiété glaciale. Le clic de la portière qui se verrouille n'est pas un son de sécurité, mais le premier écho d'un cauchemar. À des centaines de kilomètres de là, dans les rues tranquilles de Shreveport, en Louisiane, un autre genre de terreur prend forme. Ici, le monstre n'a pas besoin de déguisement. La nuit est son uniforme, tandis que les familles s'endorment, croyant que les portes verrouillées et les murs de leur maison constituent une forteresse impénétrable. Une silhouette se meut dans l'obscurité des jardins. Nathaniel Code n'est pas un fantôme, mais un homme animé par une rage et une cupidité primitive. Le son qu'il produit n'est pas celui d'une conversation rassurante, mais le craquement sec d'un cadre de fenêtre qui cède ou le cliquetis métallique d'un verrou forcé. Il ne cherche pas à tromper la confiance, il la brise avec une violence explosive. Pour les familles de Shreveport, le danger ne se présentait pas avec un sourire, il s'infiltrait par les fissures de leur sentiment de sécurité, apportant avec lui un silence de mort qui allait hanter la ville pendant des années. Charles William Davis Jr. était l'incarnation du rêve américain, un sous-officier de l'armée de l'air dont la vie semblait aussi impeccable que son uniforme. Ses voisins le voyaient comme un homme serviable, un mari dévoué, l'image même de la discipline et de l'honneur. À la base militaire, il était respecté pour son professionnalisme et son calme. Il se déplaçait avec une assurance tranquille, chaque geste mesuré, chaque parole réfléchie. Son apparence était une arme de séduction sociale, une coupe de cheveux réglementaire, des chaussures au lustre parfait, une posture qui inspirait une confiance immédiate. C'était un homme qui semblait porter les valeurs de protection et de service, non seulement sur ses épaules, sous la forme de ses galons, mais au plus profond de son être. Personne n'aurait pu imaginer que cette façade méticuleusement construite, ce parangon de vertus civiques et militaires, n'était en réalité qu'un décor de théâtre dissimulant une scène d'une dépravation absolue. Sous l'uniforme se cachait une psyché fracturée, un prédateur dont la fin n'était pas sexuelle au sens conventionnel, mais une soif insatiable de pouvoir et de contrôle. Pour Davis, le véritable plaisir ne résidait pas dans l'acte lui-même, mais dans le processus de déconstruction de ses victimes. Il se délectait du moment précis où la confiance dans les yeux d'une femme se muait en doute, puis en panique, et enfin en terreur pure. Son sadisme était psychologique. Il savourait sa propre duplicité, le contraste entre le héros qu'il paraissait être et le monstre qu'il était. Chaque agression était une affirmation de sa supériorité, une cérémonie macabre où il était le seul maître du jeu. Le crime n'était pas une perte de contrôle, mais l'exercice d'un contrôle absolu, la transformation d'un être humain en un objet pour assouvir son besoin pathologique de domination. Ses victimes étaient des femmes ordinaires, prises dans des moments de vulnérabilité banale, qui auraient pu arriver à n'importe qui. Une étudiante dont la voiture était en panne sur le chemin du retour de la bibliothèque, une jeune mère attendant un bus après avoir manqué le dernier, une femme seule marchant sur une route mal éclairée. Leur point commun n'était pas une faiblesse physique,
mais une prédisposition sociale à faire confiance à l'autorité. Elles avaient été éduquées à voir dans l'uniforme un bouclier, non une menace. Davis ne les choisissait pas au hasard. Il choisissait des situations où son déguisement de protecteur serait le plus efficace. Elle ne voyait pas un homme, mais un symbole. En acceptant son aide, elle ne faisait pas preuve de naïveté, mais d'une foi dans l'ordre social, une foi que Davis exploitait avec une précision chirurgicale pour les attirer dans l'isolement et le silence. À l'autre extrémité du spectre du mal se trouvait Nathaniel Code, un homme dépourvu de toute subtilité sociale. Contrairement à Davis, il ne portait pas de masque. Son passé était une succession de délits mineurs, une trajectoire de violence qui s'intensifiait progressivement, comme une tempête qui prend de la force au-dessus de l'océan avant de s'abattre sur la côte. Opérant dans la moiteur de Shreveport, en Louisiane, Code était mu par des pulsions plus primitives, une rage explosive et une avidité insatiable. Il n'avait pas besoin de la psychologie complexe de la tromperie. Sa présence seule était une promesse de violence. Pour lui, un être humain n'était qu'un obstacle entre lui et ce qu'il désirait. Il n'y avait aucune dualité dans sa nature, seulement une brutalité monolithique, une absence totale d'empathie qui le rendait capable de l'impensable. Les victimes de Code n'étaient pas des individus ciblés pour une raison particulière, mais des unités familiales entières, anéanties dans leur sommeil. Leur vulnérabilité était la plus fondamentale de toutes, celle d'exister dans leur propre maison, l'endroit où les défenses sont abaissées, où le monde extérieur est censé rester à la porte. Des parents, des enfants, parfois des grands-parents, tous devenaient des dommages collatéraux de sa quête de quelques dollars ou d'objets de valeur. Code ne tuait pas seulement pour éliminer les témoins. Il tuait avec une efficacité méthodique, une sorte de nettoyage macabre qui effaçait des lignées entières. Il ne se contentait pas de violer le contrat social, il pulvérisait le sanctuaire le plus intime, transformant des maisons remplies de vie et de souvenirs en caveaux silencieux, laissant derrière lui une horreur qui défiait toute logique et toute humanité. Au début des années 1980, deux fils narratifs de la terreur se tissaient en parallèle, invisibles l'un à l'autre. D'un côté, le sergent Charles Davis Jr. menait une vie nomade, dictée par les affectations de l'armée de l'air. Chaque nouvelle base militaire, que ce soit en Illinois, en Dakota du Sud ou ailleurs, devenait son nouveau terrain de chasse. Il laissait derrière lui une série d'agressions déroutantes, des cas isolés qui frustraient les polices locales. Les victimes, lorsqu'elles survivaient, parlaient d'un homme d'une politesse désarmante en uniforme, une description qui le noyait dans une mer d'innocents. Pendant ce temps, à Shreveport, en Louisiane, les premiers craquements se faisaient entendre dans le tissu social. Des cambriolages d'une brutalité inhabituelle commençaient à être signalés, initialement considérés comme des actes de délinquance isolés, sans que personne n'imagine encore l'horreur systématique qui allait bientôt déferler. La carrière militaire de Davis était le camouflage parfait, un chef-d'œuvre de duplicité. Chaque mutation lui offrait une table rase, une nouvelle communauté à infiltrer, une nouvelle force de police à déjouer et surtout, un réservoir infini de confiance à exploiter. Les enquêtes patinaient systématiquement. Comment traquer un fantôme dont le seul signe distinctif était d'incarner l'honneur? Les rares portraits robots le montraient comme un homme propre sur lui, presque un gendre idéal en tenue militaire. Ce paradoxe était le cœur de son impunité. Plus sa description était précise, plus il devenait insaisissable. Il était l'homme que personne ne voulait soupçonner, le loup qui s'était non seulement déguisé en berger, mais qui avait aussi gagné le respect de tout le troupeau. Il se cachait à la vue de tous, protégé par l'éclat de son propre déguisement. Entre 1984 et 1987, la peur à Shreveport a pris un nom, même si personne ne le connaissait encore. Elle était devenue un rituel nocturne, une angoisse collective qui s'infiltrait dans chaque foyer. Les cambriolages violents se sont transformés en massacres. Le premier massacre d'une famille a envoyé une onde de choc qui a paralysé la ville, puis un deuxième et un troisième. Le mode opératoire était toujours le même. Une intrusion nocturne, une violence démesurée et l'extermination de tous les occupants, y compris les enfants, pour ne laisser aucun témoin. Les ventes de serrures, de barres de fenêtres et d'armes à feu ont explosé. Les gens dormaient en relais, écoutant le moindre bruit suspect. La ville était assiégée de l'intérieur, hantée par un monstre qui semblait pouvoir franchir n'importe quelle porte, n'importe quelle défense, transformant chaque maison en une potentielle tombe. Les forces de l'ordre de Shreveport étaient soumises à une pression insoutenable. Elles étaient confrontées à une série de crimes d'une sauvagerie inouïe,
manifestement liés par leur brutalité. Mais les pistes étaient minces. Le tueur était une force de la nature, un ouragan de violence qui ne laissait derrière lui que la dévastation. Sur les scènes de crime, il y avait une abondance de preuves de la fureur de l'agresseur, mais un manque cruel d'indices permettant de l'identifier. Il ne laissait pas d'empreinte digitale exploitable, pas d'ADN, rien qui puisse donner un visage aux boogeyman qui terrorisaient leurs citoyens. Chaque nouvelle aube apportait la crainte de découvrir une autre famille décimée, et le sentiment d'impuissance grandissait au sein de la police, tout comme la colère et la panique au sein de la population qui se sentait abandonnée et vulnérable. Le tournant dans la traque de Charles Davis Jr. est venu du courage d'une survivante. Après avoir enduré l'inimaginable, elle a réussi à fournir aux enquêteurs un détail qui semblait anodin, mais qui allait s'avérer crucial. Ce n'était pas son visage ou sa voix qu'elle a décrit avec le plus de précision, mais un objet spécifique à l'intérieur de sa voiture, un insigne particulier collé sur le tableau de bord, ou peut-être une éraflure distinctive sur la boîte à gants. Pour la première fois, les enquêteurs avaient un élément tangible, une singularité qui pouvait percer le voile de l'uniformité. Ce petit détail a permis de réduire le champ des suspects de milliers de militaires anonymes à une poignée d'hommes stationnés sur la base aérienne la plus proche. L'étau, après des années d'impunité, commençait enfin à se resserrer autour du prédateur en uniforme. Simultanément, à Shreveport, l'enquête sur le massacre des familles piétinait jusqu'à ce que la science et une erreur humaine convergent. Les experts en balistique, travaillant sans relâche, ont finalement pu faire une correspondance formelle. Les balles extraites des corps de différentes scènes de crime provenaient de la même arme. C'était la confirmation qu'un seul et même tueur était responsable de tout le carnage. Peu de temps après, la deuxième pièce du puzzle est apparue. Un homme, Nathaniel Code, a tenté de vendre un appareil photo dans un prêteur sur gage local. Un employé vigilant a reconnu l'objet, signalé comme volé lors du dernier massacre. Cette tentative de transformer la mort en quelques dollars a été son erreur fatale. Le monstre sans visage de Shreveport avait enfin un nom et une identité. La chasse à l'homme pouvait véritablement commencer. L'arrestation de Charles Davis Jr. fut d'une banalité surréaliste, presque décevante au vu de l'ampleur de ses crimes. Il n'y a pas eu de course-poursuite effrénée, ni de confrontation violente. Les agents l'ont appréhendé calmement, sur la base militaire, son lieu de travail et son terrain de chasse. La scène était empreinte d'une incrédulité totale. Ses collègues le regardaient, incapables de concilier l'image du sergent compétent et réservé avec les accusations monstrueuses portées contre lui. Sa femme a refusé d'y croire. La capture de Davis n'a pas été l'apogée d'une lutte acharnée, mais la révélation silencieuse et glaçante que le mal le plus profond peut se cacher derrière le masque le plus ordinaire et le plus respectable, souriant et saluant chaque jour ceux qui allaient devenir ses victimes. La capture de Nathaniel Code, en revanche, a été le point culminant d'une traque tendue qui avait tenu toute la ville en haleine. Lorsque la police a finalement localisé et arrêté le suspect, un soupir de soulagement collectif a balayé Shreveport. Le monstre qui se cachait dans leur cauchemar était désormais derrière les barreaux. La fin de son règne de terreur a été célébrée. Mais les cicatrices étaient même profondes. Les deux hommes étaient maintenant neutralisés, leur parcours de destruction interrompu. Cependant, la capture des tueurs n'a pas immédiatement restauré ce qu'ils avaient brisé. La confiance dans l'uniforme et le sentiment de sécurité dans son propre foyer étaient un des victimes immatérielles, et leur reconstruction serait un processus long et douloureux pour les communautés qu'ils avaient terrorisées, laissant une méfiance durable envers les symboles mêmes de la protection. La tension dans la voiture du sergent Davis n'était pas faite de cris, mais d'un silence qui s'épaississait. Assise sur le siège passager, la victime sentait l'odeur presque clinique de l'habitacle, un mélange d'assainisseur d'air et de produits de nettoyage. Au début, c'était rassurant, un signe de l'ordre et de la discipline qu'il projetait. Mais alors que les lumières de la ville s'éloignaient dans le rétroviseur, un malaise s'installait. Les questions de l'homme devenaient plus personnelles. Sa courtoisie initiale prenait une tournure inquisitrice. Elle remarquait ses doigts qui tapotaient nerveusement le volant, un contraste frappant avec son calme apparent. Le trajet semblait sans but, s'enfonçant plus profondément dans des routes de campagne sombres et inconnues. Chaque kilomètre parcouru en silence était un tour de vis supplémentaire, transformant lentement le sentiment de gratitude en une peur viscérale. Où m'emmène-t-il vraiment? La question flottait dans son esprit, déjà assombrie par la réponse qu'elle n'osait pas formuler. Dans un bureau de police, à des centaines de kilomètres de là,
Un détective était assis au milieu d'une mer de dossiers, chacun décrivant une agression similaire, mais dans une juridiction différente. Le visage du suspect changeait légèrement d'un portrait robot à l'autre, mais l'essence restait la même. Un militaire propre sur lui, serviable, digne de confiance. Le détective passait en revue la transcription d'un interrogatoire avec une survivante. Ces mots résonnèrent dans sa tête, un écho de frustration. Mais je vous le dis, il était si gentil. Il m'a demandé si j'allais bien. Il avait l'air sûr. Le policier sentait la tension monter en lui, non pas à cause de la violence des crimes, mais à cause de leur ironie cruelle. Le déguisement du tueur était la confiance même du public, un bouclier presque parfait. Il se frotta les yeux, fatigué. Comment attrape-t-on un monstre quand tout le monde le voit comme un héros? À Shreveport, le suspense était atmosphérique, une brume invisible qui s'infiltrait sous les portes. La caméra glisse lentement le long d'une rue de banlieue endormie. Les grillons chantent. Les arroseurs automatiques ont terminé leur cycle nocturne. Tout est calme. La caméra s'arrête sur une maison. Les lumières sont éteintes, à l'exception d'une petite veilleuse dans la chambre d'un enfant. À l'intérieur, une famille dort, ignorant le danger qui s'approche. L'attention ne vient pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on sait. Le public, conscient du mode opératoire de Nathaniel Code, est contraint à une attente angoissante. Chaque seconde de paix à l'écran est chargée d'une menace imminente. Le silence devient assourdissant. Chaque craquement normal de la maison semble être le prélude à l'horreur. Puis, un son, un bruit sec et net venu de l'arrière de la maison. Le silence est rompu. Le cauchemar commence. La peur n'était plus confinée aux scènes de crime. Elle était devenue le tissu conjonctif de la communauté de Shreveport. Le suspense était palpable dans les gestes du quotidien. On voyait un père de famille vérifier les serrures de sa porte d'entrée, non pas une, mais 3 fois, avant de monter se coucher. Une mère qui sursautait au moindre bruit de plancher, son bébé dormant à côté d'elle, dans un berceau qu'elle avait rapproché de son lit. Les conversations à voix basse entre voisins, par-dessus les clôtures, étaient remplies de « As-tu entendu parler des Williams ?» et de « J'ai cru voir quelqu'un dans mon jardin hier soir ». La menace n'était plus un simple fait divers, mais une présence constante dans l'esprit de chacun. Un boogeyman qui avait transformé les voisins en étrangers et les maisons en prisons. Le suspense ne résidait plus dans la question de savoir qui sera le prochain, mais dans la certitude que cela pourrait être nous. Alors que les enquêtes progressaient péniblement, une tension plus profonde et plus philosophique émergeait. Les enquêteurs des deux affaires, bien que travaillant sur des crimes radicalement différents, étaient de confrontés aux mêmes questions troublantes sur la nature du mal. L'un des tueurs utilisait un uniforme et la confiance qu'il inspirait comme une arme. L'autre utilisait l'obscurité et la violation du foyer. Mais le moteur de leur violence était-il si différent? Était-ce le pouvoir, le contrôle ou quelque chose d'encore plus sombre? Les dossiers s'empilaient, remplis de faits, de preuves balistiques et de témoignages, mais vides de sens. La véritable angoisse pour ces enquêteurs n'était pas seulement de mettre un nom sur un monstre, mais de comprendre comment un homme peut devenir un prédateur de son espèce, que ce soit en se cachant à la vue de tous ou en rampant dans l'ombre. La psychologie de Charles Davis Jr. est une étude de cas sur le masque de la normalité. Sa capacité à compartimenter sa vie n'était pas un signe de chaos intérieur, mais d'une discipline de fer au service de la psychopathie. Pour lui, la vie militaire n'était pas seulement une couverture, c'était un terrain d'entraînement. La structure rigide, l'accent mis sur la conformité et l'obéissance, et le respect inconditionnel accordé à l'autorité lui ont fourni les outils parfaits pour affiner sa prédation. Il a appris à dissimuler ses émotions, à planifier avec une précision méticuleuse et à manipuler les perceptions. On peut se demander si cet environnement, loin de le contenir, n'a pas plutôt renforcé son narcissisme, lui offrant une validation constante de sa supériorité et de sa capacité à tromper tout le monde, de ses supérieurs à sa propre femme. Son esprit n'était pas celui d'un fou, mais celui d'un prédateur hautement fonctionnel qui avait trouvé l'écosystème idéal. À l'opposé, la psyché de Nathaniel Code semble être un tourbillon de rage brute et d'impulsivité. Si Davis était un chasseur patient, Code était une force de la nature destructrice. Sa violence n'était pas calculée pour le plaisir psychologique du contrôle, mais semblait être une libération explosive d'une fureur accumulée. Son histoire de petite délinquance suggère une escalade, une vie de frustration et de marginalisation qui a finalement trouvé une issue dans la violence la plus extrême. Ces crimes peuvent être vus non seulement comme des actes de cupidité, mais comme une déclaration de guerre contre une société qui, à ses yeux,
l'avait rejeté. En anéantissant des familles, il ne volait pas seulement leurs biens, il détruisait des symboles de la vie normale et du bonheur qui lui étaient inaccessibles, exprimant son mépris total pour les règles et les vies humaines. Socialement, le cas de Davis Jr. est une attaque directe contre le contrat de confiance qui nous lie. L'uniforme militaire est un symbole puissant. Il est censé représenter la protection, le sacrifice et l'intégrité d'une nation. En l'utilisant comme un leurre, Davis n'a pas seulement agressé des femmes, il a profané un symbole. Ce crime révèle une vulnérabilité sociale, notre tendance à accorder une confiance aveugle à l'autorité, à baisser notre garde face aux apparences. Au sein de la communauté militaire, la découverte de sa double vie a provoqué un choc et une incrédulité profonds. Comment un homme qui avait prêté serment de protéger son pays pouvait-il en devenir le prédateur? Cela a soulevé des questions inconfortables sur les failles du système, sur la capacité d'une institution basée sur l'honneur à détecter une trahison aussi fondamentale en son sein. Nathaniel Code, quant à lui, a attaqué un autre pilier fondamental de notre société, la sainteté du foyer. La maison est censée être le sanctuaire ultime, le seul endroit au monde où l'on peut être totalement vulnérable en toute sécurité. En s'introduisant dans les maisons et en y commettant des meurtres, Code a pulvérisé cette conviction pour toute une ville. L'impact social à Shreveport a été dévastateur. La peur n'était plus une réaction à une menace extérieure, mais une angoisse qui corrompait l'espace le plus intime. Ce n'était pas seulement la peur d'un homme, mais la mort du concept de sécurité domestique. Cette violation a transformé les maisons en forteresses potentielles et les voisins en source de suspicion, érodant la confiance communautaire et laissant un traumatisme collectif basé sur l'idée que nulle part n'est vraiment sûr. Enfin, ces deux affaires mettent en lumière les pressions et les failles des institutions censées nous protéger. Dans le cas de Davis, on doit s'interroger sur la surveillance de la santé mentale au sein de l'armée. Y a-t-il eu des signaux d'alarme? Des comportements étranges qui ont été ignorés ou minimisés en raison de son bilan de service exemplaire. Pour Code, la police de Shreveport a dû faire face à une pression publique immense, tout en étant confrontée à un type de criminalité pour lequel elle n'était pas préparée. Leur lutte pour connecter les points sous le regard paniqué du public démontre à quel point les forces de l'ordre peuvent être dépassées par une escalade soudaine de la violence. Les crimes de Davis et Code n'ont donc pas seulement révélé la noirceur de deux âmes, mais ont également testé les limites et exposé les fragilités de l'armée et de la police. Le point culminant de la terreur à Shreveport fut la traque finale de Nathaniel Code. La ville entière semblait retenir son souffle. Les sirènes hurlaient dans la nuit, non plus comme une annonce de mort, mais comme le son de la vengeance qui approchait. Les forces de l'ordre, conscientes d'avoir affaire à un homme d'une violence extrême, ont convergé vers sa cachette avec une tension palpable. Chaque officier savait que cet homme préférait tuer plutôt que d'être pris. Pour les citoyens enfermés chez eux, collés à leur radio et à leur télévision, c'était l'acte final d'une pièce macabre. La confrontation a été brève et intense, mais elle s'est terminée non par un coup de feu, mais par la vue de l'homme qui avait hanté leur nuit, menotté et maîtrisé. Ce n'était pas seulement une arrestation, c'était un exorcisme. La capture de Code a marqué la fin du siège, un moment de catharsis collective où la peur a enfin commencé à céder la place à un fragile soulagement. Pour Charles Davis Jr., le climax n'a pas eu lieu dans une ruelle sombre, mais sous les néons blafards d'une salle d'audience. La tension la plus forte est survenue lors du procès, lorsque l'une de ses survivantes a pris la parole. La salle était suspendue à ses lèvres, d'une voix qui tremblait mais ne cédait pas. Elle a raconté l'histoire de la confiance trahie, du sauveur qui s'est transformé en monstre. Elle l'a pointé du doigt. Cet homme a l'apparence si banale dans le box des accusés. À cet instant, les deux mondes de Davis sont entrés en collision de manière spectaculaire. Le sergent décoré et le prédateur sadique, exposés pour que tous les voient. Le silence dans la salle était assourdissant, rompu seulement par les sanglots étouffés de la femme de Davis, dont le monde s'effondrait. Le verdict de culpabilité n'était pas seulement une condamnation légale, c'était la destruction publique et définitive de son masque. La réponse judiciaire fut sans équivoque, reflétant la gravité monstrueuse des crimes commis. Nathaniel Code, reconnu coupable de multiples meurtres au premier degré, fut condamné à la peine capitale, une décision accueillie par les larmes et les embrassades des familles des victimes qui avaient attendu si longtemps que justice soit faite. Charles William Davis Jr., confronté à des preuves accablantes provenant de plusieurs États, a également été condamné à une peine de prison à perpétuité, garantissant qu'il ne pourrait plus jamais nuire.
Les marteaux des juges sont tombés, fermant les chapitres légaux de ces deux histoires d'horreur. La société avait prononcé son verdict, enfermant ces monstres. Cependant, pour ceux dont les vies avaient été brisées, cette résolution juridique n'était que le début d'une peine personnelle qui, elle, durerait toute une vie. Les conséquences pour les survivants et les familles ont été une cicatrice permanente sur leur âme. Pour les familles décimées par Code, il n'y avait pas de retour à la normale. Il y avait des maisons vendues à perte, car personne ne voulait vivre dans un lieu de massacre, des albums photos qui se terminaient brusquement, et un silence assourdissant là où il y avait autrefois des rires. Les survivantes de Davis, quant à elles, ont dû lutter contre des démons psychologiques, une méfiance chronique, la peur des gestes de gentillesse et l'incapacité de se sentir en sécurité. Et puis il y avait la famille de Davis, une autre sorte de victime, forcée de vivre avec la honte et la connaissance que l'homme qu'ils aimaient et respectaient était un monstre. Leur sentiment de réalité, tout comme celui des victimes directes, avait été irrémédiablement brisé. Avec le temps, le soulagement initial des communautés a fait place à une paix inquiète et durablement modifiée. À Shreveport, même après l'exécution de Code, la peur a laissé un héritage. Une génération entière a grandi en apprenant à verrouiller les portes différemment, avec une conscience aiguë de la fragilité de la sécurité domestique. Le nom de Code est devenu un conte d'avertissement, un rappel que le mal absolu peut frapper n'importe où, n'importe quand. Dans les villes où Davis avait servi, la confiance envers les figures d'autorité a été ébranlée. La capture des deux tueurs a mis fin à leurs menaces physiques, mais elle a ouvert une boîte de Pandore de questions inconfortables sur la société. Bien que les monstres ayant été retirés de la circulation, les fantômes de leurs crimes, les doutes et les peurs qu'ils ont semés continueraient de hanter la psyché collective pour les décennies à venir. Les histoires de Charles Davis Jr. et de Nathaniel Code nous obligent à affronter une vérité dérangeante. Nos plus grandes peurs ne naissent pas seulement des étrangers dans l'ombre, mais de la violation de ce en quoi nous avons le plus confiance. L'un a perverti le symbole du protecteur, l'autre a anéanti le sanctuaire du foyer. Il nous rappelle que le mal peut porter un uniforme ou forcer une porte, mais que son but ultime est le même, détruire notre sentiment de sécurité dans le monde. Ces affaires ne laissent pas derrière elles la question de savoir comment arrêter les monstres, car la société finira toujours par les chasser. La véritable question, bien plus troublante, qu'elle nous lègue, est la suivante. Comment apprenons-nous à les reconnaître? Comment les déceler lorsqu'ils nous sourient sous les traits d'un héros? Ou lorsque, dans le silence de la nuit, nous réalisons qu'ils sont déjà à l'intérieur de nos murs?